à tous, je suis Chloé Lemont et je vous souhaite la bienvenue à l'émission cette semaine dans Dautré. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc, à l'affiche cette semaine, Serge Lemieux, président du comité provisoire de la coopérative de santé de Lanoraie, nous parle d'un éventuel projet de créer une clinique médicale à Lanoraie. Julie Tétrault, du groupe d'entraide en toute amitié, nous parle du service de collation et du magasin de l'organisme. Yves Perron, actuel député de Berthier-Masquinongé, a été officiellement choisi pour représenter la circonscription de Berthier-Masquinongé lors des prochaines élections fédérales. Julien Rousseau, qui est agent de développement chez Action Logement Lanaudière, nous parle des prochaines capsules qui auront lieu virtuellement et gratuitement pour les personnes de 50 ans et plus. L'Assemblée générale annuelle de l'Organisation des loisirs de Saint-Ignace avait lieu le 16 mars dernier. Olivier Grégoire, agent de communication chez ACEF Lanaudière, nous parle de la vente itinérante. Valérie Lorrain, directrice de communication et du marketing chez EBI, nous parle de leur récente acquisition. Et on termine cette émission avec la chronique Astrologie de Xavier Lemire. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne émission et bonne semaine. Bien, c'est vraiment d'abord une étude de faisabilité. C'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un problème criant et très important de manque de médecins dans la région. Et pourtant, on a des cliniques ici et là, mais disons que pour toutes sortes de raisons circonstancielles, Lanoraie et Berthier, mais Lanoraie donc, puisque je suis un citoyen, on est très mal desservi en termes de cliniques médicales et d'accès à un médecin de famille. Donc, à partir d'un groupe de discussion sur Facebook que j'ai créé il y a quelques mois, est née cette idée-là de pouvoir lancer, comme ça s'est fait dans 40 autres municipalités au Québec, donc de lancer une coopérative de santé. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative de santé? Bien, dans le fond, c'est des citoyens, c'est le milieu local, c'est les citoyens qui se prennent en main ensemble pour créer une organisation, un organisme à but non lucratif qui est la coopérative, dont la mission, comme vous l'avez dit en entrée de jeu, c'est vraiment éventuellement aboutir à la création d'une clinique médicale à Lanoraie. Espérons multidisciplinaire pour vraiment rendre de bons services aux gens. Alors, l'objectif est clair, c'est des citoyens pour et par les citoyens pour se doter d'une clinique chez nous. Puis tu sais, je sais qu'ici, mettons à Berthierville, le problème, c'est que les médecins ne veulent pas venir, justement, tu sais, c'est le gros enjeu. Dans ce contexte-là, la coopérative, comment ça pourrait fonctionner? Y a-t-il des médecins qui... C'est une obligation après ça d'avoir quelqu'un qui va être là ou comment ça... Bien, comment ça fonctionne dans le fond? On est dans un pays libre au Québec. Alors, c'est pas parce qu'on est médecin que le gouvernement va nous obliger à aller à quelque part qu'on ne veut pas aller. Et dans les 40 coopératives qui existent déjà, c'est que les gens se sont pris en main pour bâtir un projet inclusif pour les citoyens, évidemment, mais inclusif aussi pour des gens qui sont en médecine. Donc, vous me parliez de Berthierville, puis Berthierville, c'est désastreux. On est passé de 7 à 3, et si je comprends bien, dans quelques temps, dans quelques semaines, il va rester un médecin seulement à la clinique de Berthier. C'est catastrophique. Il ne faut pas laisser cette situation-là comme ça. Alors, comment on fait pour régler ça? Je vous donne juste quelques chiffres comme ça. Dans tout le Québec, il y a des points comparables facilement. Exemple, à Saint-Boniface, près de Shawinigan, il y a une coopérative de santé qui s'est mise en place et qui ont créé une clinique. La population de Saint-Boniface, c'est 5100 personnes. Et ils ont 3 médecins. Oh, mon Dieu. Pas loin de chez nous, à Saint-Thomas, il y a une clinique ça, je ne sais pas, je pense que ce n'est pas une coopérative, mais il y a des gens quand même qui sont pris en main avec les autorités municipales. Ils ont créé la clinique et aujourd'hui, à Saint-Thomas, pour 3000 personnes de population, il y a 3 médecins. Si on va à Contrecœur, vous avez une clinique là pour Contrecœur a une population de 6000 personnes à peu près. Et il y a 9 médecins. À Pointe-du-Lac, qui n'est pas encore bien loin, Pointe-du-Lac,
la population est de 7000 personnes et ils ont 10 médecins. Alors moi, je pars de là puis je me pose la question. À Lanoraie, on a plus de 5000 personnes qui habitent chez nous, puis on n'a pas de clinique, puis on n'a pas de médecin. Puis le plus près qu'on peut espérer, c'est Berthier, où il reste un médecin. Alors, si vous prenez la population régionale, la desserte en termes de soins de proximité, elle est catastrophique. Moi, je me pose la question bien simple. Pourquoi c'est possible d'avoir une clinique et d'attirer des médecins à Saint-Thomas, à Saint-Boniface, à Pointe-du-Lac, à Contrecœur, puis pourquoi on ne serait pas capable de faire ça à Lanoraie? On a un coin de pays magnifique, la qualité de vie est exceptionnelle. Les autorités municipales sont tout à fait d'accord pour appuyer le projet et s'y impliquer. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est pas sorcier. Les gens pensent qu'avoir un médecin, il faut qu'on attende après le gouvernement, on se mette quasiment à genoux pour payer le bon gouvernement de nous envoyer un médecin. Rappelons-nous toujours à la base qu'à Lanoraie, là, on paye les mêmes impôts que n'importe où au Québec. Alors, si on paye les mêmes impôts, le gouvernement n'est pas contre le fait de nous envoyer des médecins. Par contre, il faut que la communauté se prenne en main pour être attirant. Alors, le projet de coopérative, on va le bâtir avec les gens. Moi, j'ai la chance d'être appuyé sur le comité provisoire par 7 autres personnes qui veulent faire la différence puis qui veulent faire en sorte qu'on arrive à avoir notre clinique. Puis on va l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on va bâtir un projet qui est attirant. Il y a toujours, à chaque année, des jeunes médecins, hommes et femmes, qui terminent leur internat à l'hôpital de Joliette et qui choisissent, malheureusement pour vous et moi et pour les citoyens de Lanoraie, qui choisissent ailleurs pour s'établir, pour pouvoir faire leur profession. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Ils ont fait ce choix-là parce qu'un jour, ils ont rencontré quelqu'un qui leur a présenté un projet professionnel qui correspondait davantage à leurs aspirations. Alors, ce qu'on a à faire, c'est simple. C'est ensemble, la population, avec des autorités municipales, et on va aller chercher d'autres appuis, c'est déjà commencé, et c'est sûr qu'on va avoir d'autres appuis. Bien, on va monter un beau projet qui va être attirant. On va se mettre en démarchage rapidement avec les jeunes médecins, hommes et femmes, qui terminent leur internat, pour les attirer chez nous. Et le projet qu'on a, c'est qu'on va même les mettre à contribution dans la définition du projet, pour que vraiment ça les appelle, puis que finalement ils décident de venir exercer leur médecine à Lanoraie. Parfait. Je sais qu'ici, justement, le problème surtout, c'était que notre clinique n'est peut-être pas au goût du jour, si je peux dire ça comme ça. Fait que, je sais que c'était un enjeu dans l'optique où que les médecins, c'est sûr que si on choisit entre une clinique qui date de 2019 ou une clinique qui date, je ne sais pas la note est de combien, mais une vieille clinique, ils vont choisir la récente. Donc, c'est sûr que ça peut jouer en votre faveur si vous... Bien, absolument. Moi, on n'a rien inventé, là. Alors, il faut rassurer les gens. Les gens pensent des fois, parce qu'on ne connaît pas un domaine, on se dit ça doit être quelque chose d'attirer des médecins puis d'avoir une clinique. C'est pas sorcier, là. À la fin de la journée, si vous avez les bons acteurs qui veulent faire la différence, vous allez trouver exactement tous les ingrédients pour que le gâteau lève et qu'on ait la clinique avec les médecins. Mais oui, vous avez raison. À la fin de la journée, là, un humain, là, un médecin, pardon, c'est un humain. Exact. Hein? On est dans un pays libre, là. Donc les gens, au sortir de leurs études, ont à se poser la question, je veux m'établir où? Pas juste professionnellement. Si vous êtes médecin, vous choisissez non seulement une clinique, bien, vous choisissez aussi le patelin où vous allez vivre. Exact. Donc, il faut que ce soit attirant, tout ça. Alors moi, évidemment, comme citoyen de Lanoraie, mon objectif, c'est de créer une clinique à Lanoraie. Mais si ça fonctionne, j'invite la population de Berthierville à se prendre en main et à créer eux-mêmes leur propre projet. Même d'un point de vue financier. Des fois, ça peut paraître complexe parce que c'est sûr, il faut trouver un édifice, il faut du personnel. Moi, j'ai passé ma vie à gérer des business. Alors, je suis gestionnaire d'entreprise de profession. Alors, j'en ai monté des projets, là. J'en ai monté plusieurs projets. Et puis, les projets ont tous eu du succès parce qu'on a bien fait ce qu'on avait à faire. On a trouvé les bonnes personnes, on a bâti un plan d'affaires qui se tenait, puis évidemment, on a trouvé le financement nécessaire. Le financement d'une coopérative, c'est rien de compliqué. À partir du moment où vous avez la volonté du milieu, la volonté des citoyens et la volonté des autorités locales,
pour s'allier ensemble, pour bâtir, pour proposer quelque chose de cette nature-là. Il y a plein de financements possibles. À Investissement Québec, il y a toute une division de financement qui s'occupe des coopératives. Okay. Et pourquoi c'est du financement très accessible? C'est très simple. C'est que par le biais d'Investissement Québec et de sa division des coopératives, l'argent, c'est de l'argent des citoyens, c'est de l'argent du gouvernement, payé par nos taxes, qui revient aux citoyens qui se prennent en main pour faire la différence, créer cette clinique-là. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher du financement de cette façon-là parce que c'est du financement public pour le public. Si, exemple, vous voulez bâtir une clinique médicale privée, en 2021, c'est pas mal plus costaud d'arriver à faire ça. Okay. Parce que le financement ne va qu'être privé. Il n'y a pas un gouvernement qui va décider demain matin de prendre des fonds publics pour les mettre dans les poches d'individus qui veulent créer un projet d'affaires puis avoir des profits. C'est le monde des affaires, puis c'est bien correct comme ça. Alors, on n'est pas dans ce domaine-là. Le financement est beaucoup plus accessible parce qu'encore une fois, c'est une coopérative des citoyens qui, un jour, il va y avoir un conseil d'administration. Les gens vont être élus, donc ils vont représenter la population, le tout dans un organisme à but non lucratif. Alors, le financement est beaucoup plus facile à attacher. Et encore une fois, on a l'appui certain des autorités municipales par résolution, mais aussi ils sont impliqués sur notre comité provisoire. Okay. On a un délégué, on a un conseiller municipal, Jean-François Gagné, qui est présent, évidemment, qui est sur le conseil municipal, mais qui est sur notre comité provisoire. Puis pourquoi on a voulu ça comme ça? Parce qu'on veut que ça avance. C'est de l'action. On veut avoir de l'action, puis on veut faire bouger les choses. Alors, on s'est donné les moyens pour ça. Puis, très sincèrement, c'est pas sorcier, puis on va réussir à le faire. Là, on a bien ficelé, je vous dirais, l'engouement du public et la volonté des autorités municipales. Puis là, bien, les prochaines étapes, ça va être d'interpeller d'autres paliers de gouvernement, évidemment le palier provincial, puisque c'est eux qui gèrent la santé, puis d'autres organismes du milieu en appui. Le but, c'est vraiment que quand on va faire avancer le projet, quand on va aller rencontrer le gouvernement Investissement Québec, quand on va rencontrer le CIS de la Naudière pour commencer, non pas à ce qu'ils nous trouvent des médecins, on va y trouver nous-mêmes. Moi, tout ce que je veux, c'est que le CIS collabore avec nous, à ce qu'on puisse avoir accès à discuter avec des médecins. Et ça, c'est pas sorcier à faire. Mais ça prend la volonté. Hein? Alors, quand on a la volonté, une chose intéressante et importante pour nous aider à bien faire les choses, on est en contact avec la Fédération québécoise des coopératives de santé. Okay. Cet organisme-là, dans le fond, chapeaute, aide les 40 coopératives qui existent déjà au Québec. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. On a des gens très compétents qui l'ont fait avant nous. Alors, et on a l'appui de cette fédération-là. Alors, on a, je parcourais encore hier soir, j'ai une brique de 200 pages, et c'est la recette précise, exacte, de comment on crée une coopérative, dans le moindre détail. Donc, on sait où est-ce qu'on s'en va, on est bien appuyé, puis on est soutenu par la volonté des gens et des autorités de la municipalité. En termes de quand on va encore une fois, je parlais un peu tantôt de tout l'aspect financier accessible, parce que la nature du projet, c'est bâtir une coopérative. Alors, ça nous ouvre toute une gamme de financements possibles, très intéressante, pour se donner un lieu. Exact. Ensuite, au niveau des opérations, bien, c'est pas compliqué. Si vous faites bien votre travail, avoir une clinique médicale qui autofinance ses activités, ça va assez bien. Parce que vous et moi, les impôts qu'on paye, quand on arrive voir un médecin, on sort notre carte soleil, puis l'argent ne sort pas de notre poche. On en donne déjà beaucoup en impôts, on n'a pas besoin d'en ressortir encore. C'est ça. Puis, c'est important quand même l'aspect financier parce que, vous savez, il y a déjà eu 2 projets potentiels de cliniques privées à Lanoraie. Qui finalement, les projets ont avorté. Ils n'ont jamais vu le jour. Les gens se posent encore la question. À toute fois, je croise des gens, ils me posent la question. Mais là, il y a encore une pancarte. Y a-t-il encore une clinique qui s'en vient? La réponse, c'est non. Il n'y a plus de projet en vie à l'heure actuelle. Le projet privé, de clinique privée qui avait déjà été pensé à cet endroit-là, est mort 2 fois plutôt qu'une. Et je vais être bien franc avec vous, ça va être difficile de le ressusciter sur une base privée. Pourquoi?
Parce que là, on tombe justement dans le financement puis dans comment on finance les opérations d'une clinique. À l'époque, en fait, M. Barrette, ministre de la Santé, sous le gouvernement libéral, je ne suis pas un fan de M. Barrette pour bien des raisons, mais M. Barrette a fait une chose bien. Il a enlevé tous les frais qu'on se faisait charger de façon exagérée dans les cliniques privées. Okay. Alors, et ça, c'était une grande source de financement. Alors, à l'époque, pour être membre d'une clinique privée, vous deviez avoir un frais d'adhésion qui était plusieurs centaines de dollars par année. Plus, à toutes les fois que vous sortiez de votre rencontre avec le médecin, avec un petit truc à demander, un papier à remplir, il y avait un frais. Et des frais assez musclés, merci. Okay. M. Barrette a mis la hache dans ça. Il a dit ça, là, pour les contribuables québécois, c'est pas correct. On exploite le contribuable. Le contribuable paie déjà beaucoup d'impôts pour des soins qu'il a le droit de recevoir. Alors, pour nous, c'est de l'exploitation abusive. Il a mis fin à ça par une loi qui l'empêche. Ça fait en sorte que, depuis ce temps-là, il n'y en a plus de cliniques privées qui voient le jour parce que c'est plus rentable. Exact. C'était rentable pour un médecin d'investir dans bâtir une clinique et autres à cause de tous ces frais-là qui s'ajoutaient déjà à son revenu quand il faisait son acte médical. Puisque ça n'existe plus, la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Mais nous, une coopérative, on ne cherche pas de la rentabilité. Non, c'est ça. Le but n'est pas de faire de l'argent, c'est un organisme à but non lucratif. Alors donc, c'est vraiment d'établir l'organisme, la clinique, pour offrir à la population qui sont en droit de l'avoir des services pour lesquels ils paient à tous les jours à travers leurs impôts. Avec le retour après la semaine de relâche, on parle de collation à PDL et au primaire. PDL, c'était un nouveau programme qui avait été commencé l'an passé. Je pense qu'il y a eu un beau succès. Hein? Oui, en fait, c'est un programme là, qui a commencé depuis octobre là, avec Écollation au niveau de PDL qui nous permet d'offrir une collation de fruits ou de légumes par jour aux élèves de PDL. Juste vous dire que c'est une initiative qui se poursuit là, au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin. Après, on verra ce qui va arriver avec ça. Mais je pense que c'est un service qui est bien apprécié là, des jeunes, puis aussi qui répond à un réel besoin. Là. Oui, parce qu'il faut expliquer qu'à la polyvalente, de ce que je sais comme information, la cafétéria a été fermée. Qu'il y a souvent des gens, j'imagine des jeunes, ils partent avec rien. Là. Il y a une certaine pauvreté qui est encore dans la région. Donc, ils partent avec aucune nourriture, que cette collation est peut-être le seul repas qu'ils vont prendre dans la journée. Là. On espère que non, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, hein, c'est ça, exactement. Ça, et il y a cet aspect-là. Puis au niveau du primaire, bien, ça avait toujours été quelque chose qui existait déjà. Là. Oui, dans le fond, avant COVID, là, on offrait 2 journées de déjeuner à l'école primaire plus 2 journées de collation. Avec le COVID, ça avait été un petit peu mis sur pause. Mais là, après la relâche, on repart ça avec nos 2 journées de collation. Ah là. Oui? Oui, exactement. Mais pas les déjeuners encore. Les déjeuners, c'est pas encore. Non, les déjeuners, par contre, c'est pas possible pour l'instant de les repartir. Fait que juste vous dire qu'on repart ça présentement. C'est ça, présentement. Donc, vous aidez vraiment la communauté. Et ces programmes-là ont été, entre autres, fournis par le ministère, mais PDL, il y a eu quand même des partenaires spéciaux, je pense, qui ont été associés à ce programme-là. C'est l'Association québécoise de la garde scolaire, la QGS, donc qui a été un partenaire important là, à ce niveau-là pour les cours. Oui, c'est ça, puis travailler en partenariat avec l'école également. D'accord, pas de problème. Bon, je te remercie, Julie, puis on se reparle sur d'autres sujets. Ça fait plaisir. Parler d'un premier sujet avec toi, qu'on parle des magasins. Oui. Encore là, ça existe encore, vous êtes encore ouvert et c'est une source de financement qui est importante. Hein? Oui, puis c'est important de dire aussi que c'est ouvert à tous, c'est pas juste pour les personnes à faible revenu, c'est vraiment notre volet d'économie sociale. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Puis on sait que d'acheter du linge recyclé, c'est un peu à la mode aussi. Oui, c'est environnemental. Exactement. Donc, c'est ouvert à tous. Qu'est-ce qu'on trouve justement dans le magasin? Il y a du linge, mais il y a de la vaisselle aussi, il y a une partie des meubles. On a la friperie La Bétou qui est populaire, qui existe depuis longtemps, que beaucoup de personnes connaissent. Donc, oui, des vêtements, que ce soit enfants, ados, femmes, hommes, grande taille, des couvertures, tout ce qui est. J'ai vu que tu avais des robes de mariée dans tes vitrines. Oui, on a eu ça. Quelqu'un qui veut faire un mariage rapide ou quelque chose dans toutes les règles, là, disons qu'on espère. C'est ça, donc. Il y a de tout, là. C'est ça. Puis au niveau du comptoir de meubles, là, on va retrouver meubles, électroménagers, bibelots, vaisselle déco,
tout ce qui est objets, livres, on prend, tu sais, il y a vraiment de tout. Il y a des jouets pour les enfants aussi. Puis l'avantage, c'est comme vous le savez, on a été fermé comme la plupart des commerces là, pendant le confinement. Mais les employés ont continué à travailler, à remplir les magasins. Fait qu'il y a beaucoup de beaux stocks là, sur le plancher actuellement. Quand on spécifie quelque chose, ça serait bon de le dire, c'est le montant plus taxe ou c'est le montant sans taxe? Je te pose une question piège ou non? Tu sais, mettons, tu me dis c'est 5 ou 10 c'est comme un don que vous faites dans le fond. Oui, exactement, c'est sans taxe. Il n'y a jamais de taxe. Il n'y a jamais de taxe. C'est ça. C'est une belle façon de meubler des fois un appartement d'étudiants ou des choses comme ça à bon prix avec encore du beau stock. Puis d'aider la communauté en même temps. Donc, Pogé a un geste éco-responsable puis aussi qui aide là, les personnes parce que l'argent qui est ramassé avec nos magasins est réinvesti dans les services de l'organisme pour les plus démunis de la communauté, là, entre autres l'aide alimentaire. Puis vous faites de la livraison pour les meubles? Oui, on a un service également de cueillette et de livraison pour les meubles et électroménagers. Parfait. Au niveau, on est rendu au mois de mars. L'hiver, on pense qu'il est fini. Donc, vous faites toujours une belle vente de fin de saison comme dans tous les magasins. On pourrait dire, vous suivez un petit peu, vous suivez un peu les promotions des boutiques, c'est bien ça? Oui, fait qu'on va avoir une belle vente de fin de saison là, du 16 au 19 mars 2021. Même que le 16 mars, le mardi, on va ouvrir plus tôt. Là, on va ouvrir à 9h30 parce qu'on sait qu'on a plus d'achalandage aussi cette journée-là. C'est une journée qui est populaire, là, la première journée de la vente de fin de saison. Puis on va avoir aussi notre traditionnelle journée sac noir là, à 5 le vendredi. Puis on va réouvrir le mardi suivant là, avec la nouvelle collection là, à partir du 23 mars. C'est quoi les heures d'ouverture justement pour la B2 et la friperie? Là, juste pour la vente de fin de saison, il y a une exception. On ouvre à 9h30 là, pour mardi le 16 puis mardi le 23. Okay. Sinon, à cause du COVID puis de la main-d'œuvre qu'on a actuellement, on fonctionne toujours à la moitié de notre capacité au niveau des heures d'ouverture. Donc, on a le mardi de 13h à 16h, le mercredi de 13h à 16h, le jeudi de 13h à 18h30 et les vendredis de 13h à 16h. OK. Et il y a quand même beaucoup d'achalandage. Avez-vous remarqué quand même? Y a-t-il une perte de... ça va bien, oui. Là, dans ces 4 journées-là, on est content de voir notre clientèle. Puis je pense que notre clientèle est contente de nous voir également. Puis on va parler de réception de dons parce qu'encore là, il y a des procédures. C'est sûr que ça a évolué au fil du temps, mais il y a quand même des choses de base. Hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est important de comprendre que nous, quand on reçoit un don là, à l'organisme, il faut le mettre en quarantaine pendant au moins 72 heures. Donc, on a comme 2 zones de dons à l'organisme là, pour mettre nos dons en quarantaine. On va encore demander aux personnes de venir porter les dons pendant nos heures d'ouverture magasin. C'est très important de ne pas laisser des dons à l'extérieur, à côté de la porte, dans le stationnement. Nos bacs de dons extérieurs ne sont pas ouverts. Puis aussi, c'est aussi la question du vol. Quand vous laissez des dons à l'extérieur, il y a le risque là, que, dans le fond, l'article, il ne se retrouve même pas à l'organisme. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est une grosse problématique qui a été longtemps soulevée. Oui. Que les gens, je vais dire le mot voler, là, mais viennent chercher le stock qui est destiné à vous parce qu'il y a un gros marché aussi pour la revente des tissus usagés. C'est ça. Puis c'est important de comprendre que quand quelqu'un laisse quelque chose à côté de notre porte, je pense qu'il voulait nous donner à nous et non à monsieur, madame, tout le monde. Qui va aller le remettre en vente ailleurs. Exactement. Et va faire des choses comme ça. Donc, on rappelle que les heures d'ouverture, c'est surtout en après-midi. Oui. Et pour la journée de la vente, on pourrait dire fin de saison, là, vous ouvrez de bonne heure à 9h30. Exactement. Bon, je te remercie, Julie, puis on se reparle une prochaine fois. Merci. Bonjour tout le monde. Merci, Louise. Mon Dieu, je me retrouve mal pris pour commencer mon discours en situation émotive. Tu m'as touché, cher ami. C'est bien impressionnant d'entendre des mots aussi élogieux venant d'une personne aussi impressionnante que Louis Chabot. Je vous rappelle que moi, je suis un prof dans la vie avant d'être un député. Fait que la première fois que j'ai rencontré Louis Chabot dans un événement du Bloc, j'ai comme été surpris. Je lui ai dit « Bonjour madame », un peu en bégayant. Elle me dit « Je m'en viens vous aider ». Et c'est là que notre amitié a débuté. Alors, merci Louise, du fond du cœur. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci aussi à tout le monde qui est présent avec nous. C'est un honneur de vous avoir. Je sais que par voie virtuelle, c'est pas facile, c'est pas super intéressant. On est intéressant pareil, mais on a fichument hâte de se voir pour vrai, puis de s'échanger des gouttelettes à tour de bras dans des discours enflammés. Ça viendra, ne perdons pas l'espoir.
Donc, merci à tout le monde qui sont présents ici. Évidemment, la vie de député, vous savez que j'imagine qu'il y a des gens qui la vivent différemment, mais quand on est un peu intense, la vie de député, c'est assez intense. Alors, je remercie aussi ma famille proche, évidemment, Christiane qui est avec nous. Je l'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mon amour. Merci. Merci les enfants d'être là aussi. Je sais que vous devez faire parfois des petits sacrifices pour me partager avec le pays du Québec. Mais on ne lâche pas, ça vaut la peine, on va y arriver. Merci aux gens de l'exécutif qui sont ici avec nous, les valeureux bénévoles, ces gens qu'on nomme peut-être pas assez souvent. Bien sûr, on a à l'Assemblée générale, ensuite, on pourra s'en reparler plus longuement, mais je tiens quand même à lever mon chapeau à des gens là, qui ont des années de service extraordinaires avec nous dans Berthier-Masquinongé. Bien sûr, ceux qui restent, je pense à Lisanne, je pense à Bruno, bien sûr aussi ceux qui quittent vers d'autres cieux. Paul Gauthier qui s'en va relever d'autres nouveaux défis, un homme de défi, lui, il est embarqué avec nous autres parce que ça allait pas bien, puis il a dit, ça nous prend un député. Maintenant qu'il y en a un, on va dans un autre comté, puis il va aller mettre un député dans le comté voisin. Ça, c'est un patriote. Roger Gartin, qui nous a malheureusement quittés pendant l'année, on a une pensée pour lui. Régent Saint-Pierre, notre valeureux poseur de pancarte. Claude Dufort, notre valeureux chauffeur aussi, poseur de pancarte également. Alors, j'ai des pensées pour vous. On s'en reparle un petit peu plus longuement tantôt dans l'Assemblée générale annuelle qui va suivre cette rencontre-là. Et où je saluerai bien sûr aussi les nouveaux qui se joignent à nous, les gens qui se sont joints à nous dans l'Internet depuis la dernière Assemblée générale. Donc, je vous remercie d'être là. Je remercie aussi particulièrement l'équipe de bureau. Écoutez, ces gens-là, j'ai l'air fin de même, là, puis tout le monde me dit « Ah oui, Yves, il est fin, puis tout ça », mais mon Dieu, que j'ai fait travailler, ça n'a pas d'allure, des fois, je me sens coupable. Alors, je dois saluer ces gens-là pour leur dévouement constant. Lynn Tanguy, qui dirige le bureau de main de maître et qui est une référence qui me sécurise à toutes les fois qu'on en a besoin, qui est là pour que tout soit en ordre. Merci beaucoup pour tout ce que tu portes sur tes épaules. Ingrid Hackman, écoutez, Ingrid Hackman, c'est une machine de guerre. Les cas de comté, quand on met ça dans ses mains, des fois, ça prend une demi-journée, c'est réglé. Ça faisait 2 ans que ça traînait avant. C'est épouvantable, l'efficacité et le dévouement de cette femme-là. Merci Ingrid d'être avec moi constamment. Et Julie Boucher, le grand cœur de maman. Écoutez, c'est tellement une mère dévouée que des fois, j'ai l'impression que je suis son 4e enfant quand elle prend soin de moi et qu'elle me donne des conseils pour les photos et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup à vous trois. Merci aussi, moi je tiens à dire un petit merci aussi à ma recherchiste Mélanie Boyer, des gens de l'ombre qu'on nomme pas souvent, puis on a nommé tantôt les dernières réalisations dans le dossier agriculture agroalimentaire. Eh bien, évidemment, il y a du travail d'ombre là-dedans, puis il y a quelqu'un qui nous soutient constamment toutes les fois que je l'appelle, malgré une occupation énorme. Et ça, c'est mon amie Mélanie, puis je salue d'ailleurs en même temps tout le monde de la recherche. Si vous saviez les gens de qualité qu'on a au Bloc québécois, là, qui sont là pour nous supporter au niveau contenu. C'est pas pour rien qu'on arrive à avoir l'air brillant quand on parle en public, c'est parce qu'il y a des gens à l'arrière de nous qui nous ont soutenus adéquatement. Donc, merci vraiment beaucoup. Vous savez, faire de la politique, il y a 2 façons de voir ça. Il y a peut-être des gens qui en font parce que c'est un peu... il y a une petite gloire qui vient avec ça, une popularité ou ainsi de suite. Il y a peut-être des gens qui en font parce que, bon, ils veulent aller plus loin, devenir par ambition, faire une carrière, ainsi de suite. Mais je vous dirais que les gens au Bloc québécois qui font de la politique le font par conviction, le font par sens de la nécessité, pour l'intérêt du bien commun. Et ça transparaît tellement dans le Parlement canadien, mes amis. C'est incroyable. Il y a plein de choses magnifiques dans la politique. Il y a des choses difficiles aussi. Il y a des choses qu'on aime moins. Je me souviens, entre autres, là, avant la première campagne en 2015, l'idée de mettre ma face sur des pancartes partout, j'aimais pas ça. D'ailleurs, c'est encore quelque chose qui m'achale un peu. Là. Je ne suis pas le meilleur député pour fournir des photos de la vie quotidienne. Je m'excuse encore, Julie. Des fois, je me force, j'y en fais, mais c'est pas mon dada préféré, mettons. Il y a les horaires, que c'est super irrégulier, ainsi de suite. Il y a toute la bureaucratie qui tourne autour. Écoutez, je vous
donne un exemple concret, là. On a demandé un réaménagement du bureau à Ottawa au mois de novembre 2019, puis ils le font le 16 mars. Là. Ça vous donne une idée de la bureaucratie des fois. C'est sûr qu'il y a eu la COVID, là. Mais les choses qui bougent pas vite, quand on est des gens d'action, on veut défoncer les murs. Mais le gros positif, c'est qu'on aide le monde. Le gros positif, c'est qu'on fait avancer notre cause. On peut changer les choses. Puis, doutez-en pas. Et investissez-vous. Tout le monde qui nous écoute, là, si ça vous tente de venir vous investir, puis c'est pas une question de « Ah, ben mais j'ai pas le temps, ainsi de suite. » Si c'est 1 heure dans le mois, ça sera ça. Si c'est 10 minutes, ça sera ça. Si c'est 10 heures, ça sera ça. Mais chacun donne selon ses capacités et son goût. Et c'est tous ensemble qu'on arrive à quelque part. Puis ça, une fois qu'on a compris ça, c'est là qu'on est capable de faire de la grande politique. L'Action Logement Lanodière va offrir des ateliers en ligne sur 6 thèmes pour les locataires de 50 ans et plus à compter du 7 avril. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, bien, dans le courant de l'automne, on a développé nos 6 nouveaux ateliers pour les locataires de 50 ans et plus. Les thèmes des ateliers ont été décidés là, sur la base d'une consultation qu'on a faite auprès des organismes communautaires de la région pour identifier les enjeux que vivent les locataires de 50 ans et plus. On a déjà commencé à les donner nos ateliers par le biais des organismes communautaires. On les donne à leurs membres. On fait ça en ligne. Et pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, on a décidé d'organiser nous-mêmes nos ateliers à partir du mois d'avril, donc de donner nos 6 ateliers, puis de les offrir là, à tout le monde dans la région. C'est pour ça qu'on les publicise présentement dans nos radios régionales, dans nos télés communautaires, dans nos journaux locaux, pour que le plus de personnes possible soient au courant et puissent s'inscrire à nos ateliers, qui sont gratuits, c'est important de le souligner. C'est les ateliers aussi via Zoom, c'est ça que... Exactement, ça va être en ligne via Zoom. Puis avec le CABA, ben, c'est eux qui géraient les inscriptions. Là, ça va être nous. Donc, il faut vous contacter directement à Action Logement Lanodière pour s'inscrire. Je peux vous donner les coordonnées? Oui. Bien, premièrement, on peut m'écrire par courriel. Donc, mon adresse courriel professionnelle, c'est Julien Rousseau, ALL-développement, @gmail.com. Et on peut aussi m'appeler directement. Le numéro de téléphone est peut-être moins dur à se rappeler que mon adresse courriel. C'est le 450-559-9448. Si jamais je ne réponds pas, on peut me laisser un message avec notre nom, nos coordonnées, puis je vais rappeler les personnes le plus rapidement possible. Et on peut aussi aller sur notre page Facebook. Il suffit là, sur Facebook de taper Action-Logement Lanodière pour trouver toutes les informations par rapport à nos ateliers. Donc, il faut me contacter pour s'inscrire, mais aussi là, pour les gens qui auraient besoin de plus d'informations, pour connaître les thèmes de nos ateliers, connaître leur contenu avant de s'inscrire. Il n'y a pas de problème, je vais prendre le temps d'expliquer ça à tout le monde qui va me contacter. Pouvez-vous juste me dire quelques thèmes, justement, sans peut-être trop élaborer, mais c'est juste pour que les gens se donnent une idée un peu de... OK. Bien, on a 6 ateliers. On va présenter un thème à chaque semaine. Et on a prévu à chaque semaine de faire un atelier le mercredi soir et ensuite le jeudi après-midi pour s'adapter aux horaires des gens. Et si jamais la demande était forte, on pourrait ouvrir d'autres plages horaires. Les ateliers aussi durent moins d'1 heure. C'est sûr que si on a beaucoup de questions, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais pour les avoir déjà fait là, à quelques reprises, en général, ça ne va pas plus loin qu'1 heure. Okay. Et les thèmes sont le bail. Ça, c'est le premier thème qui va être dans notre première semaine. Le deuxième thème, c'est les types de logements. Le troisième thème, c'est vieillir dans son logement. Le quatrième thème, c'est intimidation, harcèlement, maltraitance, discrimination et racisme. Le cinquième thème, c'est mettre fin au bail. Et là, on voit aussi comment les locataires de leur côté et les propriétaires de leur côté peuvent mettre fin au bail. Okay. Et le dernier et 6e thème, c'est le tribunal administratif du logement. Le but de cet atelier-là, c'est de démystifier le tribunal. Avant, on l'appelait la régie du logement pour les locataires aînés. Le tribunal administratif du logement va analyser la situation et va voir est-ce que le locataire respecte ses obligations. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé l'atelier en parlant des obligations des locataires. C'est pas parce qu'on vieillit ou qu'on a une perte d'autonomie qu'on peut ne plus respecter nos obligations.
Puis on a parlé aussi dans le premier atelier sur le bail, là, on disait, bon, c'est dans le bail qu'on détermine c'est qui s'occupe du déneigement. Bien, si pour des raisons de santé, vous êtes plus en mesure de vous occuper du déneigement, mais vous en êtes responsable, bien, il faut trouver des solutions parce que c'est votre obligation. Et là, si vous ne respectez pas vos obligations, bien, c'est à ce moment-là que le tribunal pourrait résilier le bail, donc vous forcer à déménager. Donc, toujours important de respecter vos obligations comme locataire ou de trouver des façons de vous aider à respecter vos obligations. Donc, on va voir les ressources de maintien à domicile, ça peut être aussi un proche aidant, etc. L'autre aspect que le tribunal va considérer dans ces situations-là, c'est les questions de santé et de sécurité. Donc, je vous donnais l'exemple tantôt de notre personne en RPA. Les voisins s'étaient plaints au propriétaire parce qu'il y avait des odeurs, etc., qui troublaient leur jouissance paisible des lieux. Et là, ben, le propriétaire n'a pas réussi à s'entendre avec la famille, donc est allé au tribunal administratif du logement. Et là, le tribunal, ce qu'il a observé, c'est est-ce que la personne, d'un point de vue de sa santé, de sa sécurité, c'est raisonnable qu'elle demeure dans son domicile. Puis dans ces circonstances-là, le tribunal, ce qu'il a décidé, c'est qu'il donnait une période de grâce à la personne. Donc, elle avait 1 mois avec sa famille pour trouver des solutions. Donc, aller chercher les ressources de maintien à domicile, puis on va en parler, pour faire en sorte qu'elle respecte son obligation de s'assurer que les voisins aient la jouissance paisible des lieux. Puis aussi, il y a eu d'autres cas au tribunal administratif du logement où il y a eu des médecins qui sont venus témoigner, des rapports d'ergothérapeutes, de travailleuses sociales, par exemple, qui montraient que la personne, c'était plus sécuritaire pour elle de demeurer dans son logement. Elle pouvait oublier des ronds de poils, des choses comme ça. Puis là, à ce moment-là, le tribunal était d'avis que c'était mieux que le bail soit résilié puis que la personne aille dans une ressource adéquate pour sa situation. Nous allons commencer pour les élections. On va commencer avec la présidence. Est-ce que quelqu'un veut proposer une personne pour être à la présidence des loisirs? M. Yvac, oui. Posé, c'est un secondaire. M. Christian Valois. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nommer d'autres personnes à la présidence? Non? Bon, mais est-ce que, Mme Boucher, est-ce que vous acceptez la présidence des loisirs? Oui, je l'accepte. Bien, merci beaucoup. Félicitations. Et on va aller à la vice-présidence. Ça me prendra quelqu'un pour proposer une personne à la vice-présidence pour les loisirs. Qui était le vice-président? Oh, qui dit? OK. Parce que je n'ai pas compris. Ah, je propose Pierre-Luc. OK. Pierre-Luc Gatin. Ça me prend un secondaire. M. Daniel Valois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer une autre personne à la vice-présidence? Alexandre Valois. M. Alexandre Valois. Oh, ça me prend un secondaire. Lisette. Jessica Coder. Jessica Coder. Pas une élection pour la première fois. Oui. Est-ce que monsieur... Attendez un peu, le premier, c'était M. Pierre-Luc Gatin, est-ce que vous acceptez? Oui. Est-ce que M. Alexandre Valois accepte? Oui. Hein? Tu refuses? Ah. Donc, M. Pierre-Luc Gatin est tenu. Félicitations, M. Gatin. Merci. On va aller au poste de secrétaire. Ça me prendra quelqu'un pour proposer une personne pour être le secrétaire. Je propose Isabelle Latour. Mme Latour, M. Ray Grégoire II. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent proposer quelqu'un pour le secrétariat? Non. Est-ce que Mme Latour accepte? Oui, j'accepte. Bon, ben, félicitations. Ah. On va y aller pour le trésorier. Ça me prendra quelqu'un pour proposer une personne pour être trésorier des loisirs de Saint-Ignace. Propose Louis-Vincent Batte. M. Louis-Charles Bertin propose Louis-Vincent Batte. M. Ray Grégoire II. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer une autre personne au poste de secrétariat? Trésorier. Trésorier, excusez-moi, c'est vrai. Ben oui, on est rendu au trésorier. Trésorier? Non?
que M. Vincent Batte accepte? Oui. Oui. Félicitations. Il y a publiciste aussi. C'est qui est au poste? Christian Michaud. Nous voici, on est rendu aux publicistes. Ça me prendrait quelqu'un, proposer quelqu'un pour faire la publicité pour les loisirs. M. Christian Valois, vous proposez? Christian Michaud. M. Michaud, ça me prendrait un secondaire. M. Gilles Courchaine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nommer une autre pour être le publiciste des loisirs? Non. M. Michaud, est-ce que vous acceptez d'être publiciste pour les loisirs? Oui, j'accepte. Bien, merci beaucoup. Puis, félicitations. On va faire des déclarations aussi, là. Je fais pas juste la publicité. Il reste les postes de directeur et les postes de directeur sont ouverts à tout le monde. Même s'il y en a qui ne sont pas présents, s'ils veulent être directeurs des loisirs, vous avez qu'à communiquer avec qui sont dans l'organisation des loisirs, puis je suis sûr qu'ils vont se faire un plaisir de vous accepter dans l'organisation. Mais pour ici, ce soir, est-ce qu'il y en a qui veulent nommer des directeurs? M. Guertin. Je propose M. Ghislain Fafard. M. Ghislain Fafard. Secondé par Louis-Vincent Batte. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nommer d'autres personnes? Je propose Jessica Coder. Ah, Jessica Coder. Parfait. M. Louis-Charles Guertin, second. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent en nommer? Oui. Pose Alexandre Valois. Alexandre Valois. M. Christian Valois, ça me prend secondaire. M. Roy Grégoire. Oui. Est-ce que vous voulez en nommer d'autres? Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas ici et qu'on ne sait pas. C'est aucune idée. Hein? Que non, bon, ben, on va y aller. Est-ce que Mme Coder accepte? En quoi consiste? Directeur. C'est l'organisation des loisirs, j'imagine, quand tu organises des choses pour les aider à organiser, surtout quand votre disponibilité dans le fond. Ça. Tu fais partie du comité, vous êtes décisionnel avec eux autres. En bas de ça, il y en a-t-il? Non, il n'y en a pas. OK, j'accepte. OK. M. Alexandre Valois, est-ce que vous acceptez? Oui. M. Fafard, est-ce que vous acceptez? Oui. Bien, félicitations à vous trois. Ah, j'aime bien la Tuzi. Justement, pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi la vente itinérante? En fait, la vente itinérante, souvent, ça va se dresser, on a le cas classique de la terre mouvante. Le commerçant va se présenter à votre domicile, donc commerçant itinérant qui se promène, en fait, qui vient cogner à la porte et qui va offrir ses services. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas mal en soi le commerce itinérant, mais il faut faire attention. Et justement, il y a des commerçants qui mettent de la pression. Donc, souvent, ils vont faire de la vente sous pression, et là, les gens vont contracter et ils vont se rendre compte qu'ils ont payé un bien trop cher. Donc, il y a quelques vérifications à faire tout le temps en matière de commerce itinérant. Donc, entre autres, de vérifier de demander aux commerçants de démontrer son permis. Parce que pour pouvoir faire du commerce itinérant, c'est important que le commerçant ait un permis valide de la RDQ. Le commerçant itinérant doit avoir un permis valide de l'OPC, qui est l'Office de la protection du consommateur. Et de cette façon-là, on peut savoir que la personne est dans les règles. Mais nous, ce qu'on conseille tout le temps, c'est de ne pas acheter vite. C'est important de comparer les prix, de regarder. Puis bien souvent, les produits qui vont être offerts par des commerçants itinérants, bien, on peut les retrouver en boutique. On peut aller directement chez un détaillant. Et ça, on encourage ça parce que tout ce qui est la question de service après-vente, bien souvent, on aime ça faire affaire avec un commerce local ou un commerce qui a pignon sur rue. Donc, puis on sait qu'avec l'arrivée du printemps, dans la région, ça commence. Il y a des gens qui commencent à recevoir des visites de commerçants. Ça, puis j'imagine quand on fait affaire avec justement un détaillant, un commerce local, c'est plus facile, comme vous dites, le service après-vente, si jamais ça brise ou que justement par pur hasard ça brise, au moins tu as une garantie, tu as quelque chose qui est là. Bien, c'est sûr et certain qu'on peut, puis c'est toujours l'approche du service à la clientèle, c'est que puis on est capable dans le problème que le commerçant itinérant, il ne faut pas prétendre que tous ceux qui font ça sont de mauvaise foi. Mais parfois, c'est difficile. Après la vente, quand il y a un pépin ou quoi que ce soit, de retrouver, la compagnie a disparu. Donc,
ça, il faut faire attention, puis il faut être avisé. Donc, il faut choisir son commerçant d'une part pour faire les vérifications. Il faut surtout ne pas céder à la pression. Parce que des fois, on va se laisser impressionner par un discours, mais ça, il faut faire attention, il ne faut pas céder à la pression. Donc, EBI a fait l'acquisition d'une compagnie au Chili. Pouvez-vous me dire ce que ça représente, cette acquisition-là pour l'entreprise? Oui, bien sûr. Dans le fond, je veux juste rappeler aux gens, EBI est déjà au Costa Rica depuis 1997. On a 4 sites d'enfouissement dans ce pays. Et donc, on voulait poursuivre depuis quelques années notre implication en Amérique du Sud. Donc, le Chili, c'était une belle façon pour nous de poursuivre nos activités. C'est un beau tremplin aussi pour développer nos activités dans ce secteur, donc au Chili, mais également ailleurs en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment une belle avancée. Puis, Costemar, la compagnie qu'on a acquise, c'est la 3e en importance dans le domaine de la gestion des déchets au Chili. Et il faut savoir aussi que c'est un pays qui est très bien structuré, qui a beaucoup d'affinités avec le Québec et le Canada. Il y a d'ailleurs plusieurs entreprises du secteur de l'énergie et des mines québécoises et canadiennes qui sont déjà au Chili. Donc, c'est vraiment un très beau tremplin pour nous et pour poursuivre nos activités. Parfait. Puis je suppose que pourquoi vous avez choisi cette compagnie-là, c'est parce que c'est le 3e, vous me dites la 3e compagnie qui est importante là-bas. Puis... Exactement, ils sont bien établis. Puis nous, avec eux, ça nous permet aussi d'exporter notre savoir-faire en matière de récupération et de valorisation des déchets dans ce pays-là. Donc, ça va nous permettre vraiment de développer, d'apporter notre expertise aussi là-bas. Il faut savoir que EBI, ça fait des années qu'on développe du gaz naturel renouvelable à partir de la valorisation des biogaz de nos sites d'enfouissement. Donc, on va pouvoir aussi développer ça, travailler ça là-bas. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour nous. Oui, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Parfait. Puis concrètement, exemple, pour monsieur et madame tout le monde, ça signifie quoi cette acquisition-là? C'est une belle avancée pour EBI. Ça nous permet aussi de consolider notre mission. Parce que la mission d'EBI, c'est de participer activement à la protection de l'environnement, de par la récupération, le traitement, la valorisation des matières résiduelles, et aussi par le fait même, ça contribue à la protection de la santé publique. Donc, pour nous, ça vient juste consolider le tout, puis c'est une suite logique aussi dans nos activités. Pouvez-vous me parler de l'entreprise Costemar? Oui, bien sûr. Alors, Costemar est situé à Vina del Mar, sur la côte pacifique du Chili. C'est une entreprise de 1900 employés. Donc, avec cette entreprise-là, oui, c'est quand même un gros chiffre. Et avec cette entreprise-là, EBI passe maintenant à 3000 employés au total. Donc, oui, on prend beaucoup d'ampleur, c'est beaucoup, comme vous dites. Et la compagnie, elle n'est pas uniquement spécialisée dans la collecte de transport et des déchets. Elle offre sensiblement les mêmes services qu'EBI au Québec, donc c'est-à-dire que la compagnie gère plusieurs sites d'enfouissement, 4 pour être exact, et elle effectue aussi l'entretien des réseaux sanitaires, la location de toilettes mobiles, la location de conteneurs, et les clients sont aussi variés que ceux d'EBI, c'est-à-dire les entreprises, les milieux municipaux, les commerces, les particuliers. Donc, oui, il y a vraiment un vaste service, c'est très développé, oui. Parfait. Puis sinon, est-ce que vous pensez, tu sais, là, je sais qu'au Costa Rica, vous avez dit que vous étiez quand même très présent. Est-ce qu'au Chili, ça va être éventuellement la même chose ou est-ce que vous allez acquérir d'autres entreprises? Je n'ai pas de réponse officielle pour ça. À ma connaissance, on n'a pas encore d'autres entreprises qui sont dans notre ligne de mire pour le moment. On vient tout juste d'acquérir Costemar, donc il faut mettre ça en place. Mais c'est sûr que l'Amérique du Sud contient plusieurs petites compagnies qui pourraient être intéressantes à acquérir dans le futur. Est-ce qu'on veut poursuivre notre développement là-bas? Oui. Donc, c'est sûr que ça va venir dans le futur et qu'il va en avoir d'autres. OK, parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler aujourd'hui. Bien, merci à vous. Je vous annonce maintenant que dès la semaine prochaine, c'est-à-dire que dès la semaine, du 29 mars, les pharmaciens de la grande région de Montréal, Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie, vont aussi débuter la prise de rendez-vous
Ça, pour effectif pour la semaine du 5 avril. Donc, ce sont en fait près de 1000 pharmacies qui participeront à la vaccination seulement dans la grande région de Montréal. Alors, cette contribution-là va être accentuée dès la mi-avril, parce qu'à la fin, comme je vous l'avais mentionné, c'est plus de 1500 d'entre elles, 1500 pharmacies qui vont être à l'œuvre sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, vous pouvez imaginer que si la machine fonctionne bien déjà en ce moment, on n'a pas encore intégré le nombre de rendez-vous des pharmaciens. Alors, on se prépare vraiment à monter en puissance. Puis c'est pour ça que je tiens à remercier les pharmaciens et toutes les équipes qui travaillent beaucoup en ce moment à rendre l'expérience la plus agréable possible là, dans tous nos centres de vaccination, incluant les pharmacies. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est moi Xavier qui vous revient avec une capsule astrologie. J'espère que vous allez bien. Et tout d'abord, on va commencer avec le premier signe du zodiaque, le Bélier. En amour, depuis quelque temps, vous contestez sérieusement votre rôle de sauveur au sein de votre famille ou auprès de vos amis. Cette nouvelle sagesse vous est envoyée par Uranus qui s'agite en ce moment au niveau de votre signe. Au niveau des amours, eh bien, il y a un proche qui semble traverser des moments difficiles où il a fait des choix importants qui le perturbent. Tout ira bien pour lui ou elle, n'ayez crainte. Niveau travail et argent, cette semaine est idéale pour présenter des projets et par la même occasion pour vous faire valoir, même si vous le faites toujours avec une certaine discrétion. La coopération professionnelle sera au rendez-vous et la réussite sera importante. Pour le signe du Gémeaux, en amour, si vous voulez que la relation amoureuse se déroule bien, les mises au point sont essentielles et votre intuition sera impeccable dans ce domaine-là. Au niveau du travail et argent, certains d'entre vous se retrouveront en mode apprentissage grâce à un nouveau travail, un retour au travail après plusieurs mois d'absence ou quelque chose du même genre. Vous apprendrez la marche à suivre d'un travail avec un savoir-faire étonnant et d'autres Gémeaux accepteront un nouvel emploi. Donc, il y a beaucoup de bouleversements au niveau professionnel pour les Gémeaux. Pour le signe du Cancer, eh bien, certains d'entre vous veulent connaître leurs origines. Les cancers ressentent le besoin de rénover, de changer de domicile, bref, de faire des petits changements dans leur vie personnelle. Bref, vous sentez le besoin de mettre en place des changements pour reprendre le contrôle. Une belle rencontre amoureuse risque d'avoir lieu et au travail, donnez le meilleur de vous-même et la réussite est toute proche. Pour le signe du Lion, eh bien, en amour, vous emploierez votre énergie à faire la lumière une bonne fois pour toutes sur vos attentes amoureuses. Un ami vous fera une confidence qui vous étonnera aussi. Au niveau du travail et argent, vous signerez un contrat de travail qui va être très lucratif. Une nouvelle formation risque de réactiver votre flamme créatrice. Attention toutefois, si votre métier est la chronique écrite, vous pourriez susciter une certaine controverse. Donc, petit bouleversement niveau professionnel, sinon votre santé matérielle reprend du mieux, donc ça va bien dans vos finances. Pour le signe des Vierges, vous ferez preuve d'un beau discernement amoureux, amical ou familial. Vos généreux conseils seront appréciés. Niveau travail et argent, un collègue, associé ou client essaiera de vous imposer sa loi et vous lui opposerez des arguments béton. Donc, tenez votre bout, vous avez sûrement raison dans cette affaire-là. Et en affaires, vous excellerez dans les négociations. Vous pourriez même développer un projet d'affaires qui va être très fructueux. Pour le signe du Balance, eh bien, en amour, vous allez mettre de l'ordre dans vos conquêtes en ouvrant le dialogue avec l'être aimé ou un nouvel élu. Vous êtes parfois trop dans votre tête et vous oubliez les besoins de votre cœur. Niveau travail et argent, vous allez moderniser la façon de travailler, les outils de travail ou la manière de faire des affaires. Ce beau défi à relever vous est envoyé par la planète Uranus. Optez pour la simplicité et vous jouerez gagnant. Pour le signe du Scorpion, en amour, des aides familiales ou amicales arrivent pour vous permettre de réaliser vos rêves de réaménagement, de déménagement ou si vous avez l'intention d'acheter, de louer ou de bâtir un chalet ou une maison, vous avez l'aide nécessaire pour mettre en branle ces projets-là. Travail et argent, au travail, les gens mettront la main à la pâte dans le but de vous prêter main forte. Soyez clair à propos de vos objectifs à atteindre et vous attirerez le succès. Pour les signes du Sagittaire, eh bien, en amour, les échanges amoureux, amicaux ou familiaux seront enlevants. D'ailleurs, d'importantes nouvelles viennent vers vous et vous serez très heureux de constater les changements qui se mettent en place dans la vie de vos proches et de vos amis.
Niveau travail et argent, votre rayonnement sera impressionnant cette semaine. Toutefois, une mise en garde s'impose. Ne travestissez pas la vérité pour ne pas avoir à assumer vos erreurs. Donc, jouez franc jeu cette semaine dans votre emploi. Pour le signe du Capricorne, eh bien, en amour, vous risquez de faire une importante rencontre amoureuse. Et niveau travail et argent, vous ferez preuve d'une impressionnante débrouillardise et vous allez régler les problèmes rapidement et efficacement. Calmez votre énergie perfectionniste, elle vous fait perdre du temps. Votre besoin de tout contrôler est à l'origine de cette tendance au perfectionnisme. Donc, il va falloir peut-être prendre des leçons de ce perfectionnisme-là et d'y aller mollo cette semaine. Pour le signe du Verseau, en amour, un proche impose une sérieuse charge émotionnelle avec laquelle vous devez composer. Évitez de confronter cette personne puisqu'elle souffre beaucoup depuis le confinement. Cela ne ferait qu'attiser les incompréhensions et jeter de l'huile sur le feu relationnel. Niveau travail et argent, vous bénéficierez d'un sérieux coup de chance matériel, artistique, d'affaires ou professionnel. Donc, ça va quand même bien niveau professionnel. Pour le dernier signe, donc le signe du Poisson, vous serez plus à cran et capable du pire comme du meilleur en amour cette semaine. Ainsi prévenu, vous vous calmerez plus facilement. L'être cher vous aime, cette période anniversaire sera électrique. Niveau travail et argent, des alliés sortiront de l'ombre pour vous aider à voir clair dans vos affaires financières. Bref, vous apprécierez cet éclairage qui vous aidera à faire la paix avec certaines décisions que vous allez devoir prendre cette semaine et qui seront importantes dans votre cheminement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. C'était les prévisions astrologiques de cette semaine.